Tu me demandais ce qu'il y avait derrière le nationalisme. Les frontières en tant que telles, je m'en fous un peu. Mais il y a un amour de la terre, c'est plus comme ça. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance de ses ancêtres et une filiation. Il y a un héritage qu'on reçoit. Pas forcément individuel, tu vois, pas forcément de ta famille, mais là on est à Paris, c'est incroyable. Cet héritage brille de partout. C'est absolument somptueux. Et ces gens-là, parfois, sont morts sur ces chantiers et n'ont pas vu la fin des bâtiments qu'ils étaient en train de construire. Parce que il y avait une vision de plus long terme. Et c'est ça que je vois de beau dans le nationalisme, c'est cette espèce de vision à long terme et de l'amour de tes descendants et de gens qui vont venir sur cette terre et tomber aussi en amour de cette terre. Bonjour Simon. Bonjour Baudouin. Alors t'es le youtubeur derrière la chaîne Barbare Civilisé, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas? Ça fait un peu plus d'1 an que je fais des vidéos sur cette chaîne, et puis je bosse aussi dans un atelier de sculpture avec Missor, et un reportage qui a été déjà présenté par VA+. On s'est croisés lors d'un reportage à Nice dans votre atelier. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, comment t'en es arrivé à faire des vidéos sur YouTube? Un parcours assez simple, je me suis un petit peu cherché, j'ai fait des études en commerce au début, et puis j'ai été séduit par la restauration. J'en ai fait pendant un moment, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les vidéos à côté, en gros. Parce que je lisais à côté, et puis je prenais des notes quand je lisais, parce que sinon je me rappelais de rien en fait. Pas de rien non plus, mais quand je relisais un livre, disons, je me disais putain mais ça m'avait marqué, et puis je m'en souviens plus. Donc je prenais des notes en gros sur un cahier, et puis j'ai rempli un cahier, 2 cahiers, et puis je me suis rendu compte que je lisais pas non plus les cahiers, tu vois. Donc je me suis dit je vais extraire tout ça du cahier pour le mettre sur YouTube, et peut-être, enfin déjà... je m'en rappellerai mieux, et puis ce sera plus concentré, on va dire. T'écris moins n'importe quoi. Ouais. Et puis je pourrais le partager aussi. C'était ça qui était... Et ça a vite pris ouais, ça prend assez... combien de temps? étonnamment, ouais, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne en 7-8 mois, peut-être, pour que j'ai une bonne audience. Après, moi, j'ai pris du plaisir là-dessus à partir de 150 abonnés, quelque chose comme ça, tu vois, très rapidement, t'as des échanges, c'est vachement bien. Et puis c'était des... J'avais un petit peu la communauté qu'avait Missor. C'est des gens assez lettrés, tu vois, j'avais pas de teubé dans l'espace commentaire, tu vois, c'était toujours des mecs souvent les plus abonnés. Ouais. On salue les nouveaux qui écrivent n'importe quoi. Mais d'ailleurs, la première fois un peu que t'es apparu, alors je sais pas si t'avais déjà ta chaîne, mais t'apparais Ouais. dans un micro-trottoir de la chaîne El C'est Ryan, vrai. enfin micro-connard. Ouais. Et là tu te lâches sur, je crois que c'est à un moment donné, c'est Black Lives Matter. Non, la c'était séquence, pas non cette époque-là, mais c'était Nick Conrad. Nick Conrad. C'était l'anti-Black Lives Matter. C'est le moment où on voyait comme ça qu'il y avait des mecs qui appelaient à tuer des bébés blancs et qu'on n'avait pas vu venir le truc, quoi. Et ouais, du coup, tu as une petite séquence avec El Ryan, bien marrante. En gros, comme n'importe quel mec qui veut faire des vidéos sur YouTube, il a peur d'en faire, tu vois. Donc, j'avais repoussé le truc, je me suis dit, ouais, je ferai ça plus tard, tu sais, tu trouves toujours des excuses. Ouais. Et puis, à un moment, il y a le jeune El Ryan qui est arrivé, tu vois, qui a posé son caméscope, qui a dit, ah, ça te dérange pas, tu sais, il fait toujours ses, comment dire, ses autorisations à l'arrache, tu vois, genre, ouais, on peut te filmer. Et on a commencé à discuter là-dessus. Et déjà, c'était assez intéressant, ouais, c'était effectivement sur le phénomène Nick Conrad. Et ce qui était intéressant surtout, c'est que ça m'a donné un premier brouillon. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a forcé à sauter le pas D'accord. de me filmer, tu vois, et de m'exprimer à la caméra. Et du coup, je voyais ce qu'allait pas, tu vois, je me voyais de l'extérieur, mais au moins, j'en avais plus peur. Je me disais juste, d'accord, bon, bah, on est à ce point-là, il y a tel et tel truc à améliorer, et je vais tenter. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Missor, ça a facilité le truc. D'ailleurs, tu as commencé une chaîne développement personnel et un peu les leçons, les enseignements de Nietzsche. Ouais. Qu'est-ce qui a fait le succès de ta chaîne? Est-ce que c'est Nietzsche, le développement personnel, le mélange des deux? Qu'est-ce qui a déclenché Je l'intérêt? dirais ouais, il y avait ça. J'avais commencé vraiment avec Jung, et c'est Jung qui m'avait poussé vers Nietzsche, que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Et puis, comme d'hab, tu sais, je notais au critérium ce qui m'intéressait. Et puis, après, je faisais un lien avec un truc qu'on vit en ce moment dans la modernité. Et avec Nietzsche, c'est assez simple, parce qu'il a été visionnaire. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de liens à faire. Effectivement...
c'est ces vidéos qu'on pris premièrement. Ça et parler de rap. Ouais. En gros, c'est 2 sujets. Nietzsche fascine pas mal, parce qu'il y a de multiples interprétations, et tout le monde a été forcé de l'étudier, en gros, de le voir par un certain prisme. Et puis il y a eu notamment Julien Rochdy qui a buzzé là-dessus et qui a ouvert la brèche. Démocratisé. Ouais, c'est ça, qui a intéressé. Mais toi, d'une autre énormément de manière gens. aussi. Lui, c'est très politique. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, dans les commentaires aussi, j'imagine que vous lisez ça. Il y a des personnes qui, ça les a beaucoup aidés à s'affirmer. Qu'est-ce que, à ce niveau-là, c'est quelque chose que t'as trouvé dans Nietzsche. Enfin, je dis pas que t'étais pas bien dans ta peau, mais. Ouais. Ouais, j'étais pas. Non, en fait. Il parle beaucoup de morale, et on a voulu pendant longtemps rediriger ça vers la morale chrétienne, ce que c'était, hein, c'était une critique de la morale chrétienne, mais je veux dire, a succédé à la morale chrétienne une morale bien plus forte qu'on subit de plein fouet en ce moment, et qui nous censure, tout ça, et je dirais que en France, on y est particulièrement habitué à cette morale. On est, je dirais, un peuple très moral. La morale chrétienne, j'ai l'impression, a bien régulé notre société, et après, elle a servi comme terreau pour nous soumettre à une autre morale, à quelque chose, enfin, au même ressort, mais en plus fort. Les mêmes principes décalés, et du coup, en découlait une honte de soi et un mal-être psychologique que beaucoup de Français vivaient. Et Nietzsche avait anticipé ça. En critiquant cette morale chrétienne, mais en tout cas qui est d'autant plus vive là-dessus, parce qu'il parle pas que des chrétiens, hein, il parle des socialistes, il parle... Ce qui vise, c'est plus large que les chrétiens. Et de nos jours, ça résonne d'autant mieux que tu parlais de cette nouvelle morale, et notamment, il y a cette morale est forte dans la culpabilité. Tu parles beaucoup de culpabilité, et non seulement politiquement, c'est les conséquences, mais même aussi personnellement. Si on a de la culpabilité, si on a honte de soi, est-ce qu'on peut s'aimer, est-ce qu'on peut s'apprécier ? Complètement. C'est le vrai problème, et c'est là que je parlais de mal-être psychologique. Et vu qu'on est... En même temps, on fait que de parler de psychologie, mais en même temps, on est extrêmement matérialiste. Et vu que ça se voit pas, tu vois, t'es pas en souffrance physique, même si on les voit, on voit ces mêmes mecs, tu vois, qui s'en veulent s'autodétruire physiquement. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on traitait assez peu, que je trouve Nietzsche avait bien anticipé, et il avait posé des mots qui sont parfois durs, mais il avait posé des mots dessus. Je m'étais permis de partager ce message-là aussi facilement, en fait, avec YouTube. C'est extrêmement simple d'intéresser des gens à ça. Et le nombre de personnes, et je pense que ça a été pareil pour Julien Rochdy, hein, mais le nombre de personnes qui se sont intéressées à Nietzsche, justement parce que cliquer sur une vidéo, c'est bien plus simple que ouvrir un livre, tu vois, surtout une courte vidéo tu vois, de 7-8 minutes, et juste ça te donne l'élan, la motivation pour ensuite... pas mal de gens se sont mis à relire, ou enfin à lire. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis des gens qui lisaient pas, en vrai, on lit pas énormément. Moi, j'en suis vraiment l'image, j'ai lu mon premier livre à 17 ans. Et je suis pas non plus l'exemple type, on lit des trucs, mais même... je connais beaucoup de gens qui ont lu sans passion, et dès que l'école a arrêté de leur demander, ils ont arrêté de lire. Ouais. Il y a aussi le rap dont tu parles pas mal, et souvent tu pointes une dissonance dans le rap, c'est-à-dire que tu parles de rap blanc. Et en effet, le rap, on sait, est plutôt coloré, comme on dit, et souvent tu dis que on voit l'effet de la culpabilité dans la fierté non existante des Blancs pour leur culture, alors que la culture, la nationalité, le quartier, l'origine est très valorisée. C'est ça. Comment t'expliques cette dissonance un peu ? La France particulièrement, mais l'Allemagne aussi, ont hérité, à cause notamment des événements du siècle dernier, d'un anti-nationalisme, et c'est revenu jusqu'à la source qu'est la fierté. C'est-à-dire, on s'est dit, la fierté nous a emmené à des choses terribles. La Première Guerre mondiale, c'est une boucherie assez terrible, et je trouve que c'est Céline qui le dit mieux, enfin qui le dit le mieux quand il a vécu la Première Guerre mondiale, et qu'à la seconde, il dit non, il dit moi je suis lâche, j'ai pas le courage d'être patriote, tout ça, et c'est terrible parce que
il se fait tromper par des femmes, tout ça, elle le méprise justement parce qu'il peut pas avoir ce courage-là, parce qu'il a vu des choses qui étaient horribles. C'est pas comme la guerre avant où tu pouvais en sortir et puis avoir le statut de guerrier, tu pouvais y mourir aussi, bien sûr, c'était violent, je dis pas le contraire. La guerre 14, ça a changé la guerre, quoi. Extrêmement violent, et c'est un peu là que je mets la racine, d'ailleurs, c'est, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu vraiment cette poussée. Et en tout cas, tout ça pour dire que en France, il y a eu ce lien entre fierté et horreur. Ça mène à l'horreur. On est allé au bout, tu vois, de la guerre. Et donc, c'est quelque chose qui touche particulièrement les Français. Et c'est ça qui est intéressant à voir dans le rap, c'est qu'il n'y a pas de honte à venir d'un autre pays, même blanc. Tu vois, je prenais l'exemple de PLK. Il est très fier de venir de Pologne. Ouais. Les rappeurs parlent beaucoup des Yougos, de la Russie. Tous les pays de l'Est, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, dans ces pays, ils sont très fiers. Il n'y a pas de problème non plus. C'est en lien avec les élites des pays. En France, nos élites nous culpabilisent. Par conséquent, le français n'est pas fier de lui. Pas tous, bien sûr. Enfin, en tout cas, ceux qui sont mis sur le devant de la scène ne le sont pas. Ouais. Et ce qui fait qu'on a des rappeurs, c'est... Orelsan, qui vient de Normandie ou je sais pas où, enfin il revendique pas beaucoup. Et lui, c'est celui qui le revendique le plus, mais il peut pas être agressif, quoi. Et puis il faut se barrer au Japon. À un moment, forcément. Oui, tu dis dans une de tes vidéos, ça parle de multiculturalisme. Oui, ça, c'est intéressant. Mais il parle les deux, c'est ça. Au Japon qui naturalise 10 personnes par an. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Les deux crachent sur le nationalisme. Quand je dis les deux, je parle de Nekfeu et de Orelsan. Oui. Et après, étonnamment, les deux se retrouvent au Japon. C'est une super culture, la culture japonaise, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils profitent là-bas d'une paix que tous les gens qui sont allés au Japon connaissent, qu'on perd de plus en plus ici. Et je comprends qu'ils fassent ça, mais il y a un deux poids deux mesures à nous faire des leçons ici et après à avoir une vie tranquille là-bas. Je dis pas après, hein, c'est des stars, ça doit juste être un enfer d'être ici. mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. D'accord. Mais Vald, toi tu dis que Vald il est un peu plus nuancé, on sent chez lui qu'il entrevoit un peu cette incohérence, ce déséquilibre entre guillemets c'est ça. D'un côté on peut dire H24 des Z, pour faire simple, et d'un autre côté... on va pas arborer le drapeau bleu blanc rouge dans des clips. Ouais. Mais il fait partie des mecs qui sont dans ce milieu-là et qui réfléchissent, qui disent mais attends, il y a un problème parce que, enfin je vois, t'es ultra nationaliste, mais pourquoi alors il y a un problème? Tu me reproches de l'être nous? Ouais, c'est ça. Pourquoi alors que je suis sur la terre de mes ancêtres, je devrais pas l'être, tu vois? Et effectivement, Vald, c'est celui qui nous crache pas dessus, quoi. Il l'a exprimé très clairement en interview, ce problème, ce deux poids deux mesures. Il dit, mais attends, il y a un problème, tu vois. Il a fait notamment son morceau Blanc, je crois que ça s'appelait, où pour mettre en évidence qu'il y avait un problème à dire tout le temps noir, obscur, tout ça, à revendiquer cette identité ethnique qui, normalement, n'a rien à foutre, tu vois, dans le... Enfin, on n'est pas censé subventionner ça. On n'est pas un État raciste. La race n'a pas sa place dans la République française, en principe. Donc on ne comprend pas pourquoi... tu vois, et donc, il avait mis ça en avant, et après, plusieurs fois dans ses morceaux, il a parlé de ça, parce qu'il est fils d'ouvrier à Aulnay-sous-Bois, mais malgré tout, il est très français. Lui, pour le coup, se cache pas derrière une origine. C'est ça qu'il a. Mais Vald, ça veut dire quoi d'ailleurs? Vald, c'est Valentin Ledu. C'est-à-dire, c'est son nom. D'accord. Et c'est un nom qui est très français. En fait, vraiment, ça fait aussi russe, en fait, vite fait. C'est vrai. Il y a ce côté-là, mais il a jamais présenté ça. Oui. Par exemple, Nekfeu, qui a tout français, Chab, il parle tout le temps de, être grec. Alors, il est grec, il est... Nekfeu, c'est pour Fennec, c'est parce que c'est le signe de l'Algérie, parce que j'avais des copains algériens. Comme par hasard, on est né ici, à Paris, tu vois, dans la plus belle ville du monde, et on n'en est pas très fiers. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé pas mal de nationalisme. Alors bon, c'est un gros mot, si on peut dire. Bien sûr. Pour toi, j'imagine que ça n'a pas la définition qui peut l'être dans le langage courant, le langage médiatique, le langage même scolaire. Quand tu nous parles de nationalisme...
Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois juste la défense de la nation comme cellule d'un peuple, dimension d'un peuple. Là, beaucoup de gens qui vont t'entendre, ils vont dire le nationalisme, haine des autres. Patriotisme, oui, bien sûr, bien sûr. Des siens. Alors ouais, c'est vrai que non mais le on cliché, en vrai, si on voit les vraies définitions, il y a pas de problème au nationalisme. C'est-à-dire dans la définition factuelle. Après, c'est cette espèce de truc où tu vois, c'est le chat nationaliste. Tu vois, tu touches et puis t'es nationaliste, on peut plus te parler, on t'exclut. Mais oui, moi j'ai parlé de n'importe quel nationalisme parce que à part le nationalisme français, il ne pose pas de problème. Et on n'a pas de problème à mettre en avant dans les médias des mecs qui sont nationalistes d'autres pays, alors même parfois qu'ils ne sont pas nés dans ces autres pays et qu'ils y vont une fois, une fois pendant les vacances d'été. L'Union européenne nous vend un peu un supranationalisme, dans le sens oui, il faut défendre nos intérêts européens, il faut sauvegarder les intérêts européens face à la Chine. Il y avait même un clip qui est passé où il y a une femme en ninja Union européenne et qui se fait attaquer par un ninja chinois, un ninja du Moyen-Orient, un ninja américain, quoi. Le cliché raciste, si on pourrait dire, mais bon, bref. Ah oui. Ouais, là, quand ça défend l'intérêt des élites, il n'y a pas de problème. Mais après, tu me demandais ce qu'il y avait derrière le nationalisme. Les frontières en tant que telles, je m'en fous un peu. Mais il y a un amour de la terre, c'est plus comme ça. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance de ses ancêtres et une filiation. Il y a un héritage qu'on reçoit. Pas forcément individuel, tu vois, pas forcément de ta famille, mais là on est à Paris, c'est incroyable. Cet héritage brille de partout. C'est absolument somptueux. Et ces gens-là, parfois, sont morts sur ces chantiers et n'ont pas vu la fin des bâtiments qu'ils étaient en train de construire. Ouais, et pourquoi morts pour quand ils ont construit le Paris haussmannien. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et parce que il y avait une vision de plus long terme. Et c'est ça que je vois de beau dans le nationalisme. C'est cette espèce de vision à long terme et d'amour de tes descendants. Ouais. Ah oui, d'accord. De l'amour de tes descendants et de gens qui vont venir... qui vont venir sur cette terre et tomber aussi en amour de cette terre. C'est pas pour rien. Quand tu viens vivre sur une terre, c'est que t'as un attrait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve toujours touchant. Moi, dans mes ancêtres, il y en a beaucoup qui sont venus ici, qui étaient pas là. Je suis pas là depuis tant de générations que ça. Ouais. Une admiration, forcément. Exactement. C'était pas matérialiste, quoi. C'était pas, on est mieux ici. Aujourd'hui, c'est très matérialiste, ouais. C'est ça. Il y a ce matérialisme qui est terrible. Et ouais, c'est ce que je vois de beau dans le nationalisme, en tout cas. C'est cette fierté et bienvenue, ça c'est, tu vois, la terre de mes ancêtres, il y a des règles. Voilà. Oui, les Népalais ont la liberté de sauvegarder leur peuple. Effectivement, les Français auraient aussi complètement. Et je trouve cet amour, peu importe dans quel sens il va, tu vois, j'ai critiqué beaucoup, je rigolais dans le rap des mecs qui s'extasient devant les autres cultures, mais ils s'extasient pas devant les autres cultures, ils s'extasient devant leurs beaux sentiments. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est « Oh mais regardez comme je suis bon, je vais m'intéresser à eux », mais ils sont pas vraiment amoureux de cette autre culture. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément beau. Commencer par son prochain, quoi. Ouais, c'est ça, et venir dans un désintérêt total, tu vois, juste être impressionné par cette beauté, et pas dire « Oui, moi c'est parce que j'ai un grand cœur que je suis là », ou c'est parce que, tu vois, toi on s'en fout, le truc c'est que t'es pris de passion. Ouais, c'est aimer sa terre, c'est aussi accepter les choses qu'on choisit pas, quoi. C'est comme on choisit pas sa famille, choisit pas sa terre, et c'est tout. Enfin, nous on a de la chance, c'est facile d'aimer la France. J'imagine que quelqu'un qui vit dans un pays avec une histoire pas aussi grande, ou sans mépris ou quoi, mais non, mais bien sûr, on a de la chance de pouvoir aimer la France, quoi. Mais étonnamment, c'est le pays qu'on déteste le plus, peut-être. Enfin, tu vois, je sais pas quel pays est le plus détesté par les propres habitants. Je parle de ça, tu vois. Syndrome de l'enfant gâté, quoi. Ouais, probablement, ouais. Du coup, on va revenir à ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire de la sculpture à l'atelier Missor. Comment tu l'as rencontré, Missor ? Comment ça s'est fait ? Comment vous avez lancé cette aventure un peu ? Missor, je l'avais rencontré par hasard parce qu'il faisait des vidéos depuis bien plus longtemps que moi. Et que je suivais. Donc je l'avais croisé par hasard, et puis c'est quand j'habitais à Paris que je l'ai croisé, j'avais discuté avec lui. C'est à peu près au même moment où j'ai été interviewé par El Rayyan, un petit peu après, je crois.
Et puis on a plutôt sympathisé, je lui ai dit que j'avais ces idées de faire des vidéos. Et puis il m'a dit d'aller voir Florent, qui avait son matériel. Parce que lui allait partir à Nice, et que c'était plutôt du bon matériel, quoi, pour commencer des vidéos, en tout cas c'est pas mal du tout. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, moi j'avais vraiment besoin de partir de Paris, et puis Nice m'attirait particulièrement. Du coup j'y suis allé. Et on a commencé comme ça, donc on continuait les vidéos tous les deux. Et lui, il s'est dit comme ça. Il est d'une famille d'artistes, du coup. Ouais, c'est ça. Comme on le voit dans notre reportage, je vous invite à aller voir. Bien ouais. Et du coup, comment il s'est lancé? Il s'est lancé vraiment tout bêtement, en allant dans un magasin d'art choper un bloc d'argile. Ouais. Il avait toujours plus ou moins tenté des trucs en art parce qu'il venait d'une famille d'artistes. Et il y avait la sculpture qu'il travaillait un petit peu. Il est, comme moi, très impressionné par cette ville et tout ce qu'elle nous offre, autant en termes d'architecture que de sculpture. Et c'était un petit peu la manière la plus simple de commencer quelque chose qui a une forme. Et donc ça a commencé avec un bloc d'argile, il a commencé ça, et puis c'est un moment où j'étais vraiment fasciné par Nietzsche. J'en lisais pas mal, ça m'impressionnait. Et en fait, c'était mon anniversaire. Il allait venir le temps de mon anniversaire, donc il s'est dit... je fais de la sculpture, c'est son anniversaire, il lit Nietzsche, on va faire un buste de Nietzsche. Un truc un peu moche à la base d'ailleurs, avec un gros crâne, mais c'était le premier jet en gros. Donc je l'ai vexé. C'était un cadeau d'anniversaire. Exactement. Et tu as dit c'est chum. J'ai dit ça pue. Non mais le pire c'est qu'il était pas à l'heure pour mon anniversaire, j'ai rien eu pour mon anniversaire. Vraiment, pire anniversaire de ma vie. Du coup j'ai rien eu, mais il était en train de faire son truc. D'ailleurs, j'ai toujours pas de buste de Nietzsche, moi. Je me suis bien fait plaisir sur ce coup-là. Ouais, exactement. On en a fait des centaines, mais pour moi, que dalle. Dans le top. Et non, et du coup, je lui ai dit, il y a un problème. Il y a un trop gros crâne, tu sais, il voulait symboliser l'intellect de Nietzsche qui est réel, tu vois, et je doute pas qu'il a un gros crâne, mais esthétiquement, ça allait. C'est vrai que la tête penche un peu, quoi. On sent qu'il y a des... Et c'est ça. Non, mais là, ça va mieux. C'est vraiment, il l'a petit à petit remodelé, jusqu'à arriver à un résultat que je trouve vraiment très beau. Il a fait ce Nietzsche-là d'abord en argile, et puis après on a pris des matériaux plus fins pour faire un meilleur rendu. On galérait au niveau fric, on va pas se mentir, chaque euro était compté à ce moment-là. Mais on a quand même réussi, il s'est dit, soyons fous, on va faire un moule. Et puis faire des reproductions comme ça de ce Nietzsche-là, et puis profiter du canal que j'avais, des vidéos, pour le faire connaître, et des gens qui étaient déjà intéressés par Nietzsche, pour leur vendre ce buste. Et ça a particulièrement bien marché, et c'est comme ça que ça a commencé, en gros. D'accord. Ensuite, il y a eu le Napoléon, qui est toujours présent ici, qui fait plaisir. Là, il est sur le prochain. On a pris des petites vacances à Paris, mais on retourne bosser. Inspi, vous venez prendre de l'inspi. Parce qu'en fait, c'est un Napoléon qui rappelle une grande statue, pour le coup, intégrale, enfin de pied. Ouais, il ressemble... Évidemment, Missor, il s'inspire de plusieurs bustes quand il le fait. On n'a pas la vanité de dire, on repart tout de zéro, quoi. Ouais, on n'est pas... C'est ça, on fait pas de l'art contemporain. On chie pas des tableaux, on n'est pas dans ce game-là. Donc, on s'inspire, et tout comme les colonnes grecques, il y a une grande humilité dans la colonne grecque, c'est-à-dire, il y a eu une modification à travers le temps de la colonne grecque, mais petit à petit. C'est vraiment, tu regardes ce qu'ont fait les anciens, et puis tu refais, et tu dis pas, moi je suis né, c'est lié à l'héritage dont on parlait tout à l'heure. Je suis là, je me suis auto-fécondé, peut-être, tu vois, et je ne dois rien à personne, et je me mets de la gouache dans le cul pour chier des tableaux. C'est un peu violent, mais il y a des mecs qui font ça, et pour moi, c'est le point extrême de la non-filiation, tu vois, et de l'arrogance. Je me suis un petit peu éloigné, mais tout ça pour dire que oui, on vient prendre inspiration, et c'est vrai que la salle du Louvre, la salle Richelieu, pardon, où il y a des statues dans le Louvre, nous transcende complètement, elle est d'une beauté incroyable. Et dans cette salle, il y a un Napoléon, qu'on confond souvent avec César, justement, parce qu'il a la couronne de laurier, qui ressemble assez. Il y a... Enfin, qui ressemble à celle-là, parce qu'on sait que Napoléon, sur sa physionomie, il y en a plusieurs. Là, je vois que vous avez
Tu le montres à la caméra. Buste-là. Il est peut-être celui-là est peut-être plus réaliste, mais c'est ça, c'est une interprétation, c'est un joufflu, il aurait pu être comptable. Si c'est ça que vous voulez donner comme roman national à la France, y a pas de problème. Mais on a décidé de l'embellir un petit peu et de lui donner des caractéristiques guerrières qui sont une représentation de sa vie aussi. D'accord. Et comment vous expliquez, parce que bon, il y a eu un vrai engouement pour vos statues, hein, vous en écoulez beaucoup, parce qu'on a vu dans vos vidéos, les armoires étaient remplies à la période de Noël où il y a eu des commandes. On nous donne du boulot, on se régale. Encore là, après, parce que là on est en fin janvier, ça continue. Ouais, même, il y a eu évidemment, il y a eu en fait un pic au moment de Noël où ça a été offert. Et même quand ça retombe sur une certaine régularité, il y a des gens qui nous les achètent, ouais. Et comment t'expliques que ce succès, c'est parce que les gens se rendent compte qu'ils peuvent avoir quelque chose de... C'est pas un bibelot, quoi, c'est quelque chose qui va être mis dans une pièce de la maison et qui va sans doute faire plus d'une génération. Parce que les gens se rendent compte que là, ils achètent plus un truc de déco, quoi. Ils achètent plus ça, quoi. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'aspect reproduction d'œuvres qui existent depuis des milliers d'années. Ouais. Disons que la reproduction de certaines formes helléniques et de l'Antiquité lui donne un côté intemporel. Ouais. On a envie de le voir dans des ruines, en vrai. C'est ça vraiment. Ouais. C'est cette espèce de filiation. C'est pas un achat individuel, hédoniste de je me fais plaisir et je veux avoir un intérieur Ikea. J'ai rien contre les intérieurs Ikea. C'est très épuré. Ouais. Non, mais c'est très épuré et tout ça. Mais là, on a envie d'offrir une vraie pièce qui traversera les âges. Ouais. C'est un petit peu l'idée, et après il y a, en dehors de son aspect esthétique, tout le symbolisme qu'il y a derrière. De Napoléon, quoi. C'est aussi un retour à l'admiration pour le chef. Exactement, le chef est presque le dieu, enfin il pourrait presque rentrer dans une mythologie, tellement c'est incroyable, quoi. Et d'ailleurs, Nietzsche admirait Napoléon. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en dit ? C'est vrai que c'est marrant parce que tu vas nous en dire plus, mais Nietzsche avait une fascination pour Napoléon alors qu'il était allemand. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de... Qu'est-ce que Nietzsche disait de Napoléon ? Déjà qu'il faut être allemand pour avoir une fascination pour Napoléon. Pas forcément, mais en tout cas on le voit plus de l'extérieur de la France. Et il avait cette fascination des mots à la fois assez durs, pas contre Napoléon, mais moralement durs. Quand on lit ce qu'il écrit sur Napoléon, il y voit la guerre, il l'oppose à Rousseau. Mais la guerre dans un sens qu'il magnifie un petit peu. Il le voit comme le retour de la hiérarchie, tout ça. En fait, il y a un passage dans Crépuscule des idoles vers la fin, où il est très dur envers la Révolution française, où en fait, il dit, à part avoir fait couler du sang, ça veut pas dire grand-chose, votre truc. C'est embelli, justement, parce que ça a fait couler du sang, mais en dehors de ça, c'est des instincts assez bas, qui se sont exprimés au moment de la Révolution française. Il tacle Rousseau pour organiser ça intellectuellement. Exactement. Et par contre, il dit Napoléon à partir de cette France nivelée, il va la redresser en fait et recréer une hiérarchie et quelque chose de... C'était un empereur, quoi. C'était pas la République. Oui, coup dur pour les révolutionnaires qui instrumentalisent et de restauration. Ouais, non, c'est sûr. Et puis coup dur pour la manière dont Nietzsche a instrumentalisé. Enfin, il y a un moment, on essaye toujours de dire ouais, vous comprenez, il était anti-chrétien, tout ça, il était de la team Arte Libération. Non, pas du tout. Hein. Il a essayé de nous prévenir pour que Libération ne... Ouais. Je veux pas vous mettre dans la merde. Et sinon, dans votre atelier, de façon très concrète, vous grandissez, vous embauchez des gens. Qu'est-ce que ça fait quand t'as 25 ans ?
23. Ah, 23 ans. Oui. T'as 23 ans, Misseur, bon il est plus vieux, Misseur, je crois qu'il a 30 ans. Il a tapé les 30. Voilà, et vous embauchez des personnes en CDI quand même. Oui. En pleine crise sanitaire. Ils osent. L'État fait tout pour nous détruire. Mais non, mais y a pas des fiscalement, c'est pas plus intéressant de faire de l'art? Non, parce que on essaye. Vous n'avez pas des subventions de la région, quoi? Pas du genre. On les attend. De la DIAC, de la FNAC. Ah bah franchement, s'ils nous écoutent, si il y a, je sais pas, des républicains de notre coin là, des Alpes-Maritimes, on attend. On fait bosser des gens avec le taux de chômage du moment, c'est quand même quelque chose. C'est impressionnant. Dans l'art, quoi. Hein? Dans la culture, dans l'art, c'est. Ouais, c'est ça. Mais combien de salariés dans votre boîte, dans votre atelier? Là, on est en train de faire les embauches. On fait des tests, on fait passer des périodes d'essai, mais il y a des mecs qui bossent, sinon c'est nous qui bossons. Ouais, mais vous êtes quand même 5 associés. Ouais, on est 5 déjà de base parce qu'il y a tout le taf manuel. Au début, la vie était belle. On était là, on bossait manuellement, et puis on expédiait ça, tout ça. Là, il y a l'URSSAF. Il y a tous ces mecs qui veulent nous tuer finalement, qui essayent de... Je sais pas ce qu'ils veulent, on vient de commencer, on doit lâcher du fric de partout. D'ailleurs, vous avez pas eu des problèmes, enfin pas des cambriolages, mais des mecs qui rôdent un peu et qui se disent putain, parce que bon, le Nietzsche il le récupère, il le revend, enfin bref. Non, je sais pas. Déjà, vu qu'on est les seuls fournisseurs, on va vite le voir. Mais on n'a pas eu ce genre de problème. On met à double tour, on fait attention, et puis il y a toujours des mecs dans l'atelier en vrai. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on a vu que vous avez inspiré des gens. Il y a des comptes Instagram, j'ai vu, où des gens qui essaient de s'y mettre. Ouais. Pas forcément aussi réussi. Mais qu'est-ce que ça te fait que des gens s'y mettent à tout ça? Tu te sens concurrencé ou tu te dis tant mieux? Non, c'est très touchant. On n'est pas inquiété pour la concurrence pour l'instant, parce que malgré tous les étudiants en art, bizarrement, personne n'a pensé à faire ça. Ouais, aux Beaux-Arts, ça va, c'est loin derrière la concurrence. Pourtant, ils ont une belle inspiration. Si on était aux Beaux-Arts avec tous ces beaux intérieurs et ces statues, on serait transcendés. Mais non, il faut mieux faire des performances. C'est dingue. On chie des tableaux, quoi. Ouais. Je reviens toujours à cet exemple le plus extrême. Ouais, non, mais par contre, avoir inspiré des gens là-dessus, parce que, en fait, ça va avec un truc, c'est que j'ai énormément de témoignages de mecs qui sont aux Beaux-Arts, j'en parlais, ou même dans des écoles d'architecture, bon là, c'est autre chose, mais en tout cas aux Beaux-Arts, et qui sont dissuadés de faire des belles lignes, C'est assez terrible. Je vais pas généraliser ça, parce que j'ai aussi des contre-témoignages de ça. J'ai des deux. Mais en tout cas, il y a ce truc assez terrible où tu ne dois pas faire quelque chose d'esthétique, tu dois faire quelque chose qui veut dire quelque chose. Tu vois. Je dis pas que ça doit vouloir rien dire, mais en tout cas, il y a Marcel Duchamp, il l'exprimait très bien. Il disait, ça doit plus être au niveau des sens visuels, ça doit être la matière grise. Il parlait de la manière d'apprécier l'art. Ouais. Donc, il retourne des chiottes. Très bien, c'était révolutionnaire à ce moment-là. Juste que maintenant, tout le monde retourne des chiottes et que ça veut plus rien dire de faire ça. Et ils sont inspirés par ça, et ils n'en ont peut-être pas toujours envie. J'ai rien contre cet art-là, tu vois, cette expression. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment de l'art. Ça enlaidit quand même un peu l'espace public, quoi. Oui, bah, j'ai un problème à ce qu'on le fout devant le petit palais, quoi. Il y a un moment, laissez-nous tranquilles. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont bossé là-dessus. C'est ça. Le bouquet de fleurs, arrêtez. Les marshmallows qui ressemblent à des anus, on vous connaît, les mecs. Il y a toujours, dans ces œuvres, il faut toujours que ça mène à anus, vagin. C'est toujours le fond de il faut réfléchir sur la place des sexes. Oui, t'as voulu faire un vagin. Oui, il y a un vagin sur une vagin, les féministes le détestent. Non, mais ils préfèrent peut-être une en fait d'ailleurs. Disons une. Oui. C'est l'empouvoirment. Mais oui, récemment, on a vu un sexe féminin sur une montagne. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que c'est très beau un sexe féminin. Il y a pas ce problème, mais pas tout seul.
C'est-à-dire que... Suggérer dans l'intimité, ça a peut-être plus de sens aussi. Dans l'intimité, et même, par exemple, quand tu passes devant l'opéra, il y a des femmes nues, tu sais, qui font des lampadaires. On s'extasier devant ça, c'est vraiment... Mais les lignes sont extrêmement gracieuses. C'est vraiment ça, c'est la grâce. Et oui, on voit leur sexe. Bon, pas complètement, tu vois, ça fait quelque chose comme ça, mais c'est très délicat. C'est pas cette espèce de grosse vulgarité moderne de « ouais, on va mettre un vagin ». Là, sur cette putain de fontaine, c'est ça, c'est un pont, tu vois, qui fait des jambes, et un vagin. Donc peut-être qu'elle voulait dire « oui, on est vu que par ça ». J'en sais rien, mais le truc seul n'est pas beau. Une femme nue, c'est beau. Un gros plan sur son sexe, c'est autre chose. Tu vois. Ils se mettent en porte-à-faux, tu vois, avec un passé où on disait oui, mais on pouvait pas voir les formes à ce moment-là, tout ça, on nous cachait. C'est pas vrai. Tu vois bien qu'à l'opéra, enfin, je prends cet exemple, mais je veux dire, il y a des statues de nus partout. Il y a des beaux corps partout. Ça y a une émanation du puritanisme protestant qui a oublié qu'il y a eu 1500 ans d'art classique. Complètement. Ça sent que le but n'est pas passionné et désintéressé. Il y a vraiment, et on revient à ce que disait Marcel Duchamp, c'est matière grise. C'est il faut que tu réfléchisses, tu peux être sensible ou pas à cette cause, tu vois. Mais c'est pas populaire. Le peuple français n'est pas féministe à vouloir... Il y a un certain féminisme, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Le peuple entier n'est pas un peuple d'activistes féministes qui veut qu'il y ait des vagins partout, tu vois. Les gens ne veulent pas ça, c'est très antipopulaire, c'est dans la ville de Nantes. Je suis pas sûr que ce soit du goût de chacun. Ce qu'il y a dans les églises est bien plus populaire. Tout le monde peut le comprendre, et c'est quelque chose de beau et d'élevé, et il y en a partout. Tu vois, je trouve ça dommage qu'on se soit coupé de ça. Et c'est finalement... Bizarrement, c'est très élitiste. Parce que c'est une certaine élite qu'on voit hélas beaucoup à Paris. Et dans chaque centre... Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Dans chaque centre-ville, t'as un triangle avec Bio c'est bon, Starbucks, et je ne sais quoi d'autre, et à l'intérieur de ça, se baladent ces gens-là. Mais je veux dire, il y a plus de noblesse, mais il y a toujours cette espèce d'élite, et ces gens-là sont représentés par tous les médias. Vous donnez une pluralité, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais en tout cas, ces gens-là sont représentés par les médias, représentés par ce qui est subventionné, et les subventions, c'est quoi ? C'est pas que leur argent à eux. Ce serait bien qu'on redonne au peuple ce pourquoi ils donnent. Bon bah écoute, merci beaucoup Simon pour ça m'a fait très plaisir. Cette interview qui termine en beauté. Et bah à bientôt. À bientôt.